Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Cité de la Réussite, ici au Collège de France. Je suis Stécie Algrin, journaliste spécialisée sur les enjeux de transition écologique. Ravie d'être ici puisque c'est quand même une institution, le Collège de France. J'ai plutôt l'habitude d'écouter les cours qui sont donnés ici en podcast et de me dire waouh, quand même il y a des gens qui sont brillants en France, qui sont brillants puisqu'ils éclairent toutes ces questions qu'on se pose et parfois des questions qu'on ne se pose pas et ça fait du bien. On va parler aujourd'hui d'agriculture. C'est un sujet qui est quand même au centre de plus en plus des débats, et c'est bien, puisque notre alimentation, c'est quand même un rendez-vous qu'on a 3 fois par jour, et on a tendance à oublier que tout ça, ça vient de quelque part, ça vient de nos champs, de nos agriculteurs. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, on a une crise agricole qui est assez profonde, qui est en train de secouer toute l'Europe et le monde entier. Vous avez peut-être vu ces agriculteurs qui sont dans la rue, sur les routes, qui allument des brasiers pour signifier leur désaccord avec un fameux accord de libre-échange, le Mercosur. Et je me suis rendu compte qu'on parlait très souvent d'agriculture, en effet, mais uniquement à travers soit des chiffres, soit des grandes crises. Donc finalement, on oublie que derrière ce mot d'agriculture, d'alimentation, c'est avant tout des histoires, des récits qui se cachent derrière tout ça. Donc je me suis dit, plutôt que de vous introduire cette table ronde de manière très classique, comme le ferait une journaliste ou un chroniqueur, vous savez, de manière très froide, avec uniquement des statistiques, je me suis dit que j'allais vous partager une histoire, en tout cas mon histoire, mon rapport à l'alimentation. Et comme beaucoup d'entre vous, je ne suis pas agricultrice, je pense que ça se voit là, voilà, je suis très parisienne, même si je viens du sud de la France. Et pourtant, chaque jour, chaque semaine, j'ai ce rapport-là à l'alimentation en allant dans mon supermarché. Et ce supermarché, on grandit avec lui, on le visite de très nombreuses fois. Et je me souviens de quand j'avais 8 ans. Alors quand on a 8 ans, on se sent petit dans un supermarché. C'est le labyrinthe des temps modernes. On s'engouffre dans les allées entourées de géants au caddie d'acier. Les boîtes s'empilent et menacent de nous écraser à chaque instant. Quand on a 8 ans, on se sent petit dans un supermarché. Le temps semble avoir ralenti, et voilà qu'en un battement de cils, papa et maman se sont fait engloutir, noyés dans une masse humaine tout aussi vorace que les monstres des contes les plus terrifiants. Oui, quand on a 8 ans, on se sent définitivement tout petit dans un supermarché. Alors on tente de se grandir, de prendre un peu de hauteur pour mieux cerner ce qui se trame dans ce monde à part entière. Une fourmilière, c'est bien ça. Vu du haut, ça ressemble à une fourmilière. Des fourmis travailleuses poussant jusqu'à 10 fois leur poids, des fourmis puéricultrices surveillant les larves qui gesticulent en criant « j'ai faim ». Des fourmis exploratrices découvrant soudainement le rayon cuisine du monde. Et enfin, les soldats, ceux qui bravent l'inconnu pour ramener le dernier produit sur la liste de courses. Alors moi, à 8 ans, bien sûr, je n'étais pas encore de cela. Je tentais désespérément de me rendre utile et j'avais trouvé ma brèche. Les étiquettes de prix. J'avais fini par comprendre que tous les adultes se faisaient totalement avoir en choisissant de porter leur attention sur le prix qui prenait le plus de place sur l'étiquette. Le prix, le vrai, celui qui comptait, c'était le prix au kilo. Et une fois que j'avais découvert ce secret bien gardé, pas un produit ne pouvait déjouer mon radar. C'était ma manière, notre manière, de se sentir plus grand face à un monde qui nous fait nous sentir tout petits. Petits dans notre chair, petits dans le porte-monnaie. Des placards vides, des cœurs bien lourds, une stratégie de survie dans le labyrinthe du monde. Ce n'est qu'une anecdote de gosse, évidemment, la mienne, celle de bien d'autres. Et tout ça, sans avoir encore pu dire ces vies de lutte dans nos champs et dans nos sols. Celles qu'on résume à des stats. 1/3 des terres arables dégradées en Europe, 71% des terres agricoles en Europe utilisées pour élever des animaux. Un agriculteur sur 5 qui gagne moins de 6 000 € par an. Et pour une partie des citoyens, comme ma famille à l'époque,
la crainte de lire paiement refusé au moment d'aller à la caisse d'un supermarché. Alors tout ça, c'est des réalités qui viennent s'entremêler, les questions sociales, les questions environnementales, et pour autant, on a tendance à les simplifier dans le débat, à croire que c'est uniquement la question des prix, uniquement la question environnementale, alors que ce que nous montre aujourd'hui ce débat et celui qu'on va avoir ensemble, c'est qu'il faut bien avoir tout ça en tête. Et pour l'avoir, on va avoir évidemment le bonheur et le plaisir d'accueillir 4 intervenants et intervenantes brillants, brillantes, qui traitent ce sujet de différentes manières au quotidien, et que je vais appeler tout de suite à me rejoindre sur scène pour parler d'une agriculture durable pour tous, mythe ou réalité. Le premier intervenant, c'est Francesco Bellino, directeur associé au BCG, et on peut l'applaudir. Le deuxième intervenant que j'ai eu le plaisir de rencontrer dans un autre cadre, au Collège citoyen, c'est Édouard Bergeon, qui est réalisateur et fondateur de la chaîne Au nom de la Terre. On l'applaudit également. Ensuite, nous avons également Rebecca Klopas, qui est chef cuisinière et food hero de la FAO. Et pour conclure, Pierre-Louis Lyon, qui est mathématicien et professeur ici au Collège de France. Alors, pour ce débat, on va avoir plusieurs temps. On va avoir évidemment d'abord une première discussion, peut-être pour cadrer un petit peu le débat, le sujet, et déjà savoir est-ce qu'on parle toutes et tous la même langue ici. Et ensuite, nous aurons toute une série de questions qui ont été préparées pendant de longues semaines par des étudiants qui se trouvent juste ici au premier rang. Et puis, vous pourrez également, vous aussi, poser toutes vos questions. En tout cas, je vous y encourage. N'hésitez pas à le faire. Et donc, pour commencer, peut-être avec nos panélistes, est-ce que l'un d'entre vous serait partant pour nous donner sa définition, son regard sur ce qu'est une agriculture durable, finalement, parce que tout le monde semble avoir sa propre définition. Édouard Bergeon, peut-être, je ne sais pas si vous vouliez tirer un mot là-dessus. Moi, je vais mettre les pieds dans la... Bonjour à tous. On va parler d'agriculture, et ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas un agriculteur pour en parler. Et donc, c'est souvent le problème, d'ailleurs, de parler d'agriculture aujourd'hui, c'est qu'on parle d'agriculture dans les centres, et on fantasme une agriculture, et elle est bien loin de la réalité. Donc, on va parler. Je suis très heureux d'être ici, mais tout ce qu'on va dire aujourd'hui, ce sera peut-être pas vraiment la réalité. Donc, moi, je suis venu, on m'a invité, mais non, mais c'est vrai, je trouve ça assez rigolo quand même. C'est assez symptomatique du monde dans lequel on vit. On parle d'agriculture ici au Collège de France sans agriculteurs. Voilà. Ça tombe bien, je suis fils d'agriculteur, j'ai grandi dans une ferme, j'ai mon bac pro agricole. Je ne suis pas agriculteur, j'en parle beaucoup. Avec ma caméra, je fais du documentaire, de la fiction. Pour ceux qui l'ont vu, j'ai réalisé le film Au nom de la Terre qui parlait de l'histoire d'un agriculteur en difficulté qui mettait fin à ses jours. C'est ce qui est arrivé à mon père. Mais je suis quelqu'un qui reste optimiste et qui trouve que c'est un des plus beaux métiers du monde parce que c'est celui qui nous nourrit, vous l'avez rappelé, 3 fois par jour. Mais aujourd'hui, les agriculteurs, il y en a de moins en moins. En ce moment, je suis en train, avec ma caméra, 2 documentaires cette fois, parce que j'ai une jambe dans le documentaire, une dans la fiction, d'accompagner Jérôme Bail. Pour ceux qui connaissent, c'est cet agriculteur qui a la casquette à l'envers et qui a bloqué la France en début d'année et qui va recommencer. Mais là, ça ne va pas être la France, ça va être l'Europe. Hein. Préparez-vous. D'ici quelques semaines, avec les amis espagnols, italiens, ils vont recommencer à bloquer parce qu'il y a un problème de rémunération, de considération, et puis justement de décisions technocratiques qui sont faites dans les lieux comme pas ici parce qu'on prend pas de, on n'est pas, on vote pas de loi, mais en tout cas il y a beaucoup de choses à dire et moi je le suis pendant 1 an avec ma caméra et pour faire un documentaire pour la télé et la salle de ciné. Et il y a le Mercosur, on en parle beaucoup aujourd'hui, tout ça et voilà, fait réagir les journalistes, mais c'est le Mercosur, on peut en reparler, ça fait 20 ans que ça existe. Il se trouve que là, il y a un contexte politique agricole qui s'appelle les élections de chambre d'agriculture, donc les syndicats montrent les bras, il y en a qui sortent, il y en a d'autres qui sortent, mais tout ça contribue uniquement à faire monter un syndicat qui s'appelle la Coordination Rurale et pour qui 65% de ses sympathisants votent RN. Donc vous voyez bien qu'en ce moment, les enjeux qui se passent dans le monde agricole traduisent ce qui se passe dans la société. Leur revendication à eux, c'est une juste rémunération pour leur métier, pour leur travail, parce qu'ils travaillent quand même beaucoup. Mais tout ça, pour ça, il faut qu'on accepte, pour ceux qui le peuvent, parce qu'il y a quand même 10 millions de pauvres en France, il faut qu'on accepte
de payer ce qu'on mange, en fait. Et payer de ce qu'on mange et qui vient de France. Et là, on ne parle pas d'agriculture durable, biologique, parce que je vous garantis que quand on est chef d'exploitation, qu'on soit un homme ou une femme, 28% des chefs d'exploitation sont des femmes, ils essaient plutôt de travailler bien et d'être durables dans leur pratique. Ils évoluent, ils n'ont pas le choix, il y a un problème de coût. Et puis que la terre meurt parce qu'elle a sûrement été trop épuisée par endroits, et elle l'est, c'est pas bien pour eux et c'est pas bien pour nous. Donc pour passer du temps avec eux, je vous garantis qu'ils se lèvent tous les matins pour que leurs bêtes soient en forme et pour nourrir la population, et qu'on soit fiers d'avoir des agriculteurs et des agricultrices. Voilà, j'étais un peu long, mais je tenais à remettre un petit peu l'église au milieu du village. Et merci pour ça, parce que c'est vrai que ce soit dans les instances de pouvoir ici à Paris ou même dans les médias, beaucoup de débats se font sur les premiers concernés, que ce soit des femmes, des agriculteurs ou des minorités de genre, etc. Donc c'est aussi envoyer un message aux gens qui programment ces événements, de donner leur la parole. Ils ont autant de choses importantes et intéressantes à dire que finalement les gens qui pensent, parce qu'en fait vivre dans sa chair aussi les situations, parfois ça a encore plus de poids, et c'est une réalité qui est malheureusement trop souvent négligée. Peut-être un mot là-dessus. Ici aussi, parce que donc, moi je travaille avec les entreprises sur des sujets d'agriculture. Je tiens à dire qu'il y a 2 ans, on avait une table ronde sur le thème de l'agriculture avec Fabrice Aigron, éleveur. C'est celui qui a créé le label C'est qui le patron? Je vous encourage à acheter. En direct des éleveurs. En direct des éleveurs. C'est pas C'est qui le patron. Pardon. Mais qui du coup effectivement était sur scène, je pense, disait beaucoup des choses que tu as dit, Édouard, et c'est quelqu'un qui le vit au quotidien. Quand on m'a gentiment proposé de reparticiper à une table ronde sur l'agriculture, mon premier réflexe était de me demander, de reprendre mes notes d'il y a 2 ans et me demander au fond est-ce qu'il y a beaucoup de choses très différentes que j'ai envie de dire aujourd'hui par rapport à il y a 2 ans. J'aime pas me répéter, donc je vais essayer d'être différent, mais en réalité, pas grand-chose. Parce que je pense que les questions, oui, il y a le Mercosur, il y a les élections, mais fondamentalement, c'est un modèle qui ne va pas bien depuis maintenant de nombreuses années. Je travaille dans un cabinet de conseil aux entreprises, on travaille beaucoup sur les transformations des entreprises. J'ai d'autres secteurs sur lesquels il y a plus de débats. Est-ce que le modèle actuel convient? Est-ce qu'on peut le changer? On doit le changer? Le niveau de risque? Sur l'agriculture, je pense qu'aujourd'hui, il y a très peu de gens qui vous diraient que le modèle que l'on a est satisfaisant, même du côté des entreprises. Après, il y en a qui gagnent plus que d'autres en ce moment, je ne dis pas l'inverse, mais au fond, le besoin de changer ce modèle, je pense que tout le monde l'a en tête. Très rapidement, par rapport à ce qui était votre première question, définir un modèle d'agriculture durable. Au fond, durable, c'est que l'exploitant, l'éleveur, l'agriculteur puisse vivre de son travail dans la durée. Donc ça, il y a l'aspect social. Et ça démarre par là, parce qu'à un moment, tant qu'on n'arrivera pas à résoudre ça, on ira vers ce que tu décrivais, de moins en moins de gens qui veulent être agriculteurs, et on va perdre l'agriculture. Le deuxième volet, il est environnemental. Une agriculture durable est une agriculture qui n'appauvrit pas, voire enrichit les sols, qui arrive à préserver un niveau de biodiversité sur l'exploitation et autour, qui arrive à respecter, plutôt à protéger aussi l'eau. Et puis une agriculture durable, on en parle de plus en plus. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qui était moins présent il y a 2 ans. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé à Valence, les inondations, une agriculture durable est aussi une agriculture qui s'adapte au changement climatique, les sécheresses, tout l'aspect de résilience de l'agriculture est une dimension aujourd'hui, pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, dont il faut prendre compte. Et il est important parce que tout ce sujet d'adaptation au changement climatique est un peu théorique pour beaucoup de chaînes de valeur, de pans de l'industrie. En agriculture, c'est une réalité déjà aujourd'hui, notamment quand on parlait aux agriculteurs, les premières choses quand même qui reviennent, c'est d'année en année, entre sécheresse, l'abondance d'eau cette année et autres, tout ce qui était rendement moyen d'une exploitation devient un concept de plus en plus théorique vu les aléas qui se présentent. Donc c'est vraiment sur la dimension sociale, protection de l'environnement et adaptation au changement qui pour moi se trouvent les 3 critères pour une agriculture durable. Rebecca, votre regard sur ce sujet en tant que chef, puisque c'est un autre pan aussi de notre alimentation aujourd'hui, comment on transforme les produits, il y a un regard sur la durabilité aussi de ce système.
So unfortunately, I'm not that fast as you guys. It has been already very interesting, and I think also that we have these talks only in urban places is a big fact and point. I grew up on a farm. I'm a chef and I own a farm, so I'm very much into farming too. And I think there is an ecological compatibility which needs to be around for longer and longer. Social justice and economic performance. So I think also that the states, they need to take more responsibility about the companies and all the monopoles, that we are really trying to go back to regenerative farming. And I think, as you say too, it's like not much happened. We are talking a lot about it, and I think we need to try it at least in like our own life. So there we need to start somehow, that every person on this planet needs to try to make our planet, and that it stays like habitable for us. Otherwise, yeah, it's going to an end. Le mathématicien maintenant et le monde agricole. Oui, alors, excusez-moi, on va faire un petit instant, si ça vous ennuie pas, on va traduire, interpréter ce que disait Madame, qui dit que donc elle a grandi dans une ferme, elle est chef elle-même, et donc je considère que les aspects écologiques, de justice sociale et économique sont complètement liés et sont essentiels. Il y a un aspect de responsabilité que doivent prendre en charge les gouvernements vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis de certaines situations de monopole. Et en agriculture, il est essentiel de revenir à cette notion d'agriculture régénérative qui est incontournable. Donc c'est vrai, ce que vous disiez, ce que j'ai déjà entendu là, qui est très intéressant, on parle beaucoup dans les villes, mais ça ne résout pas tous les problèmes, et il est essentiel que chacun, à notre niveau, dans notre vie, décidions de contribuer au changement, sinon on arrivera à la fin de quelque chose. Merci beaucoup pour cette traduction. Oui, alors bon, en tant que mathématicien, je crois que personne n'aura dit à la moindre illusion sur mes liens avec ce qu'on appelle l'agriculture. J'ai dit ce qu'on appelle parce que je pense que mon principal problème avec l'agriculture durable, c'est le singulier. Je me méfie de manière générale, j'aime pas trop les singuliers. Hein. C'est souvent extrêmement réducteur. Et de mettre dans le même paquet l'agriculture de montagne dans mon pays d'origine, qui est dans le sud-est, dans les villages, que les gros céréaliers de la Beauce, que les éleveurs de vaches laitières dans le Morbihan, pour prendre des exemples, il y a un dénominateur commun, comme le disait mon voisin, c'est la survie de ces exploitations, mais il y a aussi des problématiques qui sont extraordinairement différentes. Donc c'est pour ça que le mathématicien a tendance à être un peu obsédé par les définitions, la précision des choses. On est très chiant, hein, il faut le dire. Et de ce point de vue-là, l'agriculture durable, on peut y mettre tellement de choses qu'on va certainement les uns et les autres aborder des questions extrêmement différentes. Et c'est très bien comme ça, parce que c'est un gros sujet, et puis on va essayer d'éclairer avec des compétences et une incompétence. Merci de le rappeler, en effet, que quand on parle d'agriculture, il y a ces expériences finalement qui sont plurielles et qui sont diverses. Et pourtant, quand on allume notre télé ou quand on lit, en tout cas les médias, on a l'impression que tout le monde serait à la même enseigne, tout le monde aurait le même regard et sur les solutions et parfois sur le constat également. Et donc, il y a cette bataille culturelle qui est en train de se dérouler devant nos yeux, qui est parfois difficile à comprendre, évidemment, parce qu'il y a des forces en présence qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, beaucoup de relations, qui leur laisse aussi la main mise, en quelque sorte, sur ce dit imaginaire. D'où l'importance, peut-être, Édouard, aussi d'aller lutter contre cette vision-là et ces mouvements qui tendent à avoir la main mise sur l'imaginaire autour de l'agriculture. On parle d'entreprise ? Entre autres. Ouais, mais au-delà des entreprises, aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a un algorithme qui fait que ce qui marche, c'est le pouce levé ou le pouce baissé, et qu'aujourd'hui, via les réseaux ou dans les médias, il y a des procureurs qui nous disent il faut faire ça, il faut plus faire ci, il faut plus faire ça. Et généralement, on les voit pas dans les fermes, ces gens-là. J'ai quelques pensées pour certains. Mais... Et en plus, certains ont en plus des grandes émissions sur des grands médias qui font que, ben voilà, je vous le dis, ils sont procureurs.
C'est pas si simple, des agricultures, il y en a 1000, même d'un canton à l'autre, que le sol change, qu'on soit dans une terre argilo-calcaire ou dans une terre limoneuse, en montagne ou pas, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes influences climatiques. Donc pour revenir aux médias, moi quand j'ai commencé ma carrière, j'étais journaliste, et j'étais à France 2, et il y avait 350 cartes de presse, on était en 2005, on n'était que 2 fils d'agriculteurs, 2 fils et filles d'agriculteurs. Non pas qu'il faille être un expert pour parler de nombreux sujets, mais quand même ça raconte que déjà je pense que beaucoup de journalistes pensaient un peu pareil, et puis en tout cas ils n'avaient pas forcément le réseau dans ces mondes agricoles. Ça n'a pas beaucoup changé depuis. L'entreprise, moi je pense que... moi je suis plutôt lambertiste en gros. Je pense qu'il faut monter dans un cockpit pour détourner un avion. Donc je pense qu'il faut travailler avec les entreprises et qu'il ne faut pas tout attendre de l'État. Ça peut changer au niveau territorial, au niveau des régions, au niveau des départements. Je pense qu'il faut régionaliser justement l'agriculture parce que déjà on sera peut-être un petit peu plus précis et plus mathématicien sans être chiant. Et j'ai fait un bac S, donc on peut être les deux. On peut être les deux. Et en tout cas, vous voyez quand Bernard Arnault il siffle et qu'il dit on va mettre le groupe LVMH à l'agriculture régénératrice, je n'ai pas d'action chez LVMH. Je dis juste qu'ils ont les moyens pour le faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ils font le congrès des sols vivants là, régulièrement, quand ils veulent que leur vin ou leur parfum, parce que vous savez, le parfum de chez Dior, il vient de fleurs qui viennent de la terre. Hein. C'est toujours de l'agriculture. Hein. L'agriculture est à la base de tout. Quand ils changent Cheval Blanc, alors c'est pas pour toutes les bourses, mais en tout cas, ils le font bien. Et parce qu'il y a de l'argent et parce qu'il y a une vision. Donc en gros, je pense que c'est par l'entreprise que le changement, notamment, peut venir, et c'est pour ça que moi en tout cas je m'évertue à créer des ponts justement pour pas être procureur entre les fermes, les médias et les entreprises, parce qu'aujourd'hui il y a des services qui sont au cœur d'une entreprise qui s'appelle le service RSE. Il y a 20 ans c'était la petite stagiaire au fond du couloir à gauche qui était la cousine aujourd'hui c'est voilà c'est au centre du conseil d'administration. Alors il y a des entreprises qui vont faire du greenwashing et qui vont pas jouer le jeu. Moi, en tout cas, avec les entreprises avec lesquelles je travaille, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la preuve. On va sur le terrain, on voit ce qui se passe, on voit si ça marche, on voit si on rémunère, on voit si on change les choses. Et puis, je pense qu'il faut justement accompagner ces entreprises, parce que si on attend de l'État, on le voit bien à Valence, et on en a parlé tout à l'heure, c'est terrible. Moi, je suis allé à Malaga pour mon dernier film qui parle de déforestation, La Promesse verte, pour ceux qui ont Canal, il vient de sortir. C'est comment produire des biocarburants en plantant des palmiers, donc de l'huile de palme en déforestant. Une belle idée, ça encore. Quand je suis arrivé à Malaga il y a 2 mois, donc à côté de Valence, en avion, vous voyez que toutes les collines et tout, il n'y a plus un arbre, hein. Il n'y a plus rien. Donc quand il pleut, ça ruisselle et puis il se trouve... Il y a la catastrophe qui est arrivée à Valence. Pourquoi il n'y a plus rien? Parce qu'il n'y a plus d'agriculteurs, en fait. Il n'y a plus de bergers, il n'y a plus d'agriculture. Donc, à un moment donné, les agriculteurs, ils sont là pour faire de l'aménagement du territoire, pour faire vivre un territoire, pour faire vivre des familles, pour qu'ils vivent eux, et puis pour nous nourrir. Mais en tout cas, c'est avec eux qu'il faut travailler. Hein. C'est main dans la main. Et en tout cas, l'idéologie, généralement, ça ne va pas bien. L'idéologie écolo, ça ne va pas bien. Justement, avec l'agriculture, on aura peut-être le temps d'en reparler, mais... On parle de collaborer avec les entreprises, main dans la main, en essayant de les faire progresser. C'est un petit peu votre travail, Francesco? Alors, c'est d'ailleurs une des raisons, moi, qui me rend optimiste sur la volonté des entreprises, c'est que le jour où ils prennent des gens comme nous, il y a un budget derrière, donc au moins, ils mettent des moyens, comme ils les mettent sur de la transformation. Aujourd'hui, les 2 grands sujets sur lesquels un acteur comme nous, le BCG, va intervenir, transformation digitale, développement durable. Donc déjà, avoir les 2 sujets au même niveau dans beaucoup d'entreprises montre que, comme tu disais, il y a quand même de l'argent aujourd'hui de ces entreprises qui est sur ces sujets-là. Après, toute la question pour les entreprises, c'est quel mode d'intervention. Parce que je pense qu'une des grandes complexités pour une entreprise, c'est que globalement, sans l'agriculture, vous prenez des groupes comme Danone, Nestlé, mais même en cosmétique et autres, leur business n'existerait pas. Donc c'est constitutif de leur business et de leur création de valeur. Et en même temps, un champ n'est pas une usine. Donc c'est sûr que quand dans une entreprise, beaucoup des schémas
d'optimisation, de transformation, d'adaptation sont plutôt liés à un outil industriel qu'à un outil de production agricole, on se retrouve dans les travers que vous décriviez, qui est on aimerait avoir la liste des actions que tous nos fournisseurs pourraient mettre en place, on aimerait avoir le catalogue, la pression, alors qu'il faut le reconnaître et il faut vraiment aussi que les entreprises et le régulateur le comprennent. Une transition agricole, c'est beaucoup de transitions spécifiques aux enjeux de territoire, de denrées et autres. Et du coup, on peut se donner un cap, on peut mettre les investissements. En revanche, comment l'opérer sur le terrain, c'est là aujourd'hui, effectivement, il y a peut-être encore beaucoup de choses qui sont faites sans forcément que les agriculteurs s'approprient de ces feuilles de route. Et objectivement, ce n'est pas leur faute, parce que je pense que c'était le professeur Lyons qui le disait, qui a utilisé le mot survie. C'est compliqué quand même pour un agriculteur de réfléchir à un plan de transition de l'exploitation à 10 ans quand il ne sait même pas si effectivement il va pouvoir tenir 2 ans. Alors, ces discussions nous ont un peu mis en jambes, entre guillemets, nous ont fait chauffer les moteurs. On a d'autres questions qui vont arriver de la part de notre panel ici au premier rang. Et je pense qu'ils vont pouvoir commencer à vous les poser. Bonjour à tous, je suis Erwin Aymon et je suis étudiant en droit à l'Université de Lorraine. Et je vais commencer par vous poser une question qui est comment rendre l'agriculture durable accessible aux foyers les plus modestes ? Ça, c'est une question générale, donc si l'un d'entre vous souhaite s'y atteler, allez-y. Je me lance et je vais faire court comme ça. Bien sûr. Si quelqu'un veut contribuer ou compléter. La question est intéressante parce que je ne sais pas si l'enjeu, c'est rendre l'agriculture durable accessible aux foyers les plus modestes ou l'alimentation durable. L'agriculture produit. Au niveau des foyers, et notamment les plus modestes, effectivement, après, il y a la question de ce qu'on achète. Je pense qu'on a tous beaucoup lu, entendu et discuté, effectivement, du fait qu'un produit bio soit 10, 15, 20% plus cher que la version non bio, que le durable vient avec un prix. Moi, sur ça, peut-être l'angle un peu différent et que je trouve intéressant, que j'avais lu, je crois que c'est dans une étude WWF de l'année dernière, ils avaient regardé en fait ce qu'est une alimentation durable. Une alimentation durable, ça dépend de ce que produit l'agriculteur, mais elle dépend aussi de ce que l'on décide en tant que consommateur de consommer. Aujourd'hui, globalement, vous prenez, je ne parle pas des foyers en dessous du seuil de pauvreté, mais vous prenez un foyer moyen qui a une question de aussi comment boucler la fin de mois. En moyenne, on est sur des alimentations trop carnées, avec trop peu de fruits et légumes de saison, une part de protéines végétales qui pourrait être plus élevée. Donc je pense que la première question que l'on peut se poser, mais qui ouvre des questions d'éducation et autres, c'est comment à un moment on rend déjà le menu un peu plus durable, et en réalité un menu plus durable et moins cher. L'étude WWF calculait que pour un foyer moyen, alors je vous donne les chiffres de mémoire, mais c'était à peu près 240 € par mois pour les repas d'une personne dans un foyer moyen tel qu'on le consomme aujourd'hui. Si on avait une alimentation où on passe la consommation de viande rouge une fois de moins dans la semaine, un peu plus de léagineux et ainsi de suite, le panier descendait à 190 à peu près. À peu près donc 20% de coût en moins. Donc je pense qu'il y a une question du mieux manger aussi. Et à la limite, on le fait pour l'argent. Aujourd'hui, je pense que les papiers de santé qui expliquent que manger moins de viande rouge, plus de légumes et autres existent. Il y a une sensibilité à créer sur... Il faut que les gens sachent ce qui est de saison et ce qui n'est pas de saison, ce qui dans les villes n'est pas toujours évident. Mais quand même, il y a cette question aussi de comment on fait une alimentation qui, quelque part, rejoint ce coût moindre de par ce qu'on mange au-delà de la qualité intrinsèque. Peut-être pour rebondir dessus, en effet, il y a la question de l'éducation, sensibiliser, etc. Mais il y a aussi des idées qu'on nous a mis dans la tête pendant très longtemps. Je sais que sur la viande rouge, c'était quand même un aliment qui, à l'origine, coûtait assez cher, qui était accessible pour une partie plutôt privilégiée de la société.
Et une fois qu'on a arrivé justement à un certain niveau de prix, les classes ouvrières se sont dit maintenant qu'on peut l'avoir, il n'y a pas de souci, on a cette vision de je peux enfin me payer ce steak ou cette pièce de viande. Et je sais que dans ma famille, donc mon père qui travaille dans le bâtiment, on avait ce discours vraiment de en fait, ton père il travaille dur, c'est un travail qui demande beaucoup de force, etc. au quotidien. Donc s'il n'a pas cette viande une fois par jour, il n'y arrivera pas. Donc c'est aussi comment est-ce que en fait les forces aujourd'hui du marketing et même au niveau de l'éducation nationale, on arrive à changer ces discours-là, ce qui n'est pas facile. Peut-être Rebecca, une réaction là-dessus. Yes, I think that yeah, for sure it's all about education. And I think also to have like a change of what we believe in. So as you say, we need to eat a lot of meat, that we have enough strings, but at the end, actually, we know that this is not true. And I think if you can make the difference and the possibility to go there to tell people, well, you are not only having a luxury feeling when you buy meat, it's more like you have a luxury feeling when you have like the healthy food which your body needs, because at the end it's the energy what gives us the proper life and like a awake life. And I think if you can change this, that people think, well, with the lentils stew, I'm really fit, I'm awake, I can think better. So this is the energy we need. And if you can give there a change in the whole society, I think that will be a very good thing, because there is too much of meat consuming on many places. Oui, en effet. Alors, je pense qu'effectivement, tout est une question d'éducation. C'est vrai que vous avez évoqué les croyances, le fait qu'on a l'impression qu'il faut absolument manger plus de viande, beaucoup de viande. Nous savons bien que ça n'est pas le cas. Et donc, si on arrivait à changer les mentalités, à expliquer aux uns et aux autres que finalement, le luxe, ça n'est peut-être pas d'avoir les moyens de s'acheter de la viande, mais que le luxe, c'est plutôt d'avoir les moyens, de se donner les moyens, d'avoir un régime alimentaire de meilleure qualité, qui soit bon pour la santé. Et finalement, ce changement de mentalité, se dire qu'effectivement, en ayant un régime alimentaire plus favorable, qui soit meilleur pour la santé, ça vous permet d'être plus performant, d'avoir plus d'énergie, d'être plus éveillé. Et finalement, ce changement de société-là serait plus positif. Et donc, il faut changer effectivement notre discours par rapport à la consommation de viande. Deuxième question. Bonjour c'est bon. Bonjour à tous. Question dirigée à vous tous. Quel rôle peut-on attendre de l'État pour favoriser une transition vers un modèle agricole plus durable? Vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure. Peut-être revenir dessus. Pas grand-chose. Pas grand-chose au niveau de Paris. À un niveau plus local, non? Non, je pose pas. C'est une question que je vous pose à un niveau plus local, régional, départemental. Ouais, je pense que des villes. Au niveau territorial, ouais. Au niveau territorial, au niveau des régions, des départements, on voit bien que les compétences, par exemple, pour revenir, les lycées, les collèges sont soit régions, soit départements, soit municipalités. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Il y a plein de choses qui se passent. Après, vous voyez bien, vous êtes confronté au millefeuille de l'administration tous les jours en tant que citoyen. C'est la même chose pour les écoles. Dans mes activités de producteur, on vient de vendre au bout de 2 ans là, un grand programme qu'on est en train de fabriquer pour France 2 qui s'appelle Tous à la cantine. Et justement, on va essayer de voir comment c'est simple de pouvoir se fournir tout près, en local. Ben non, en fait, il y a l'appel d'offres, il y a la réglementation européenne. Et j'étais hier matin, je faisais un petit déjeuner avec Julien de Normandie, l'ancien ministre de l'Agriculture. Et il travaillait là-dessus avant que ça soit plus lui. Et il disait, en gros, c'est assez simple, pour que les cantines arrivent à avoir des producteurs locaux. En fait, vous savez bien que il y a des contrats qui sont passés entre le producteur et puis la territoriale, quoi. Et bien, les grosses boîtes, en fait, ils travaillent du lundi au vendredi ou du lundi au samedi. Et en fait, ils disaient, on a réussi à craquer le truc en faisant livrer les producteurs locaux le dimanche. Et comme ça ne rentrait pas dans le cadre de l'appel d'offres, eh bien, on arrivait à craquer le truc et à avoir du produit local. Ouais, on est là quand même. Mais il y a des solutions. Mais comme quoi, il faut être plus fin, et justement, et je vous fais une passe. Oui, bon, je ne veux pas trop parler parce que j'ai vraiment le syndrome de l'imposteur. Il fallait inviter un agriculteur à votre place, alors. Oui, ça aurait été peut-être mieux.
quelques petites remarques, parce que je vais les regrouper sur des sujets qu'on a déjà évoqués. Sur l'entreprise, je vais citer mon expérience personnelle. On a lancé un grand projet de recherche, maths, éco, finance, stats, etc., en 2004, donc il y a 20 ans, qui s'appelait Finance et développement durable. L'idée étant que pour aborder de manière quantitative, et je reviendrai plus tard dessus à l'occasion d'autres questions, pour aborder de manière quantitative des sujets de développement durable, on avait absolument besoin des entreprises, de la finance, de l'économie. Donc ça, je suis convaincu depuis très longtemps. L'angle que je voudrais rajouter, parce qu'on parle d'alimentation durable, d'agriculture durable, il y a plein de sujets là-dedans. Hein. Il y a le sujet de la sécurité alimentaire. Est-ce que dans notre pays ou dans d'autres pays moins favorisés, les gens vont arriver à croûter. Il y a la question de la production, il y a la question de la qualité de l'alimentation. Alors, toutes ces questions, ne comptez pas sur moi pour toutes les aborder. Évidemment, en tant que citoyen et vaguement en tant que scientifique, j'ai des petites idées. Mais je voudrais rajouter un angle qui est l'angle de la catastrophe climatique qui est en train de se produire. Alors, les agriculteurs ont un horizon encore, souvent, les entreprises agricoles ont souvent un horizon même beaucoup plus court. Encore que, quand on voit le problème de l'eau, et je serai amené à en reparler, ils sont déjà en plein dedans, et il y a le problème de l'assurabilité sur lequel j'aimerais revenir. Donc, catastrophe, je n'hésite pas à utiliser ces mots. Ce n'est pas parce que je veux jouer à nous faire peur, c'est simplement un fait, ça se passe plus vite qu'on ne le pensait, ce n'est pas un réchauffement, c'est une modification, ce n'est pas une modification, c'est un bouleversement. Et donc, si on tient compte, si on veut un peu évaluer l'impact environnemental de l'alimentation, il faut faire les choses proprement. Et ne pas s'arrêter à dire « Ah bon, il y a les ruminants qui produisent tant de méthane, etc. » Il y a toute une chaîne. Il y a la partie production, mais il y a la partie transport, distribution, il y a la partie emballage, la partie recyclage, qui là pourrait dépendre un petit peu d'autorités un peu plus administratives. Donc c'est toute une chaîne. Alors je prends l'exemple du méthane, parce que le méthane est un GES, un gaz à effet de serre, qui est extrêmement, il se dissipe un peu plus vite que les autres gaz dans l'atmosphère, mais il a un pouvoir radiatif, de réchauffement, on va dire ça comme ça, qui est à peu près 30 fois supérieur au gaz carbonique. Il est possible encore qu'on continue de sous-estimer. Bon, les ruminants, c'est clair, bah oui, ils n'y peuvent rien, les pauvres, ils produisent du méthane. Les pipelines dans lesquels on transporte les méthanes, on a récemment mis, enfin avec de l'intelligence artificielle et des photos satellites, on a réalisé qu'il y a à peu près 20% de pertes de ce qui est transporté dans les pipelines. D'accord ? Le riz, on pourrait parler autant du riz que des ruminants. Le riz qui s'est cultivé dans des zones humides, mouillées, trempées, appelez-les comme vous voulez, c'est une énorme production de méthane. Donc on se concentre sur des tout petits bouts sans jamais regarder les chaînes de A à Z. Et pour un matheux, c'est juste insupportable. Donc tous ces aspects-là mériteraient d'être développés, et surtout par des gens encore plus compétents que moi, mais je voulais juste les mentionner au passage. En fait, mais vas-y. Pour rebondir, ouais, de toute façon, l'État peut pas tout, et justement, pour rendre cette agriculture durable, il faut sortir en fait des injonctions et se poser la question des agriculteurs. Quelle est leur capacité justement à suivre les injonctions qu'il y a, et justement, il faut se rapprocher plus contradictoire. Et on impose justement aujourd'hui des règles qui relèvent plutôt de la firme à des exploitations qui sont familiales. Et justement, elles ne sont pas applicables. En fait, ces règles, il faudrait que ces nouvelles exigences ça soit crantées par rapport à la réalité de chaque ferme et de chaque territoire, en fait. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas une recette. Et alors, justement, quand elle vient de Bruxelles et qu'elle est techno et qu'elle est sur la petite exploitation du Sud-Ouest que je suis en train de suivre en ce moment, ça ne marche pas. Par exemple, le Sud-Ouest, là où je suis, chez Jérôme, c'est la Haute-Garonne, il est entouré de l'Ariège, on est au pied des Pyrénées, c'est magnifique. Ça s'appelle le Volvestre. Il n'y a pas de filière. Ils font des vaches extraordinaires. Il y a 0 kg de viande qui sont mangées en Haute-Garonne de leur filière. Ça vient tout d'ailleurs. C'est quand même assez dingue. C'est la première région en nombre d'exploitations d'agriculture biologique.
Sauf que comme il n'y a pas d'accompagnement comme il se devrait pour qu'ils aient pu effectuer la transition et ensuite pour les accompagner, et ben en fait, c'est le département, c'est la région également la plus pauvre en agriculture. Donc, et après, donc pourquoi ? Parce que y a eu un détournement aussi des consommateurs de l'agriculture biologique. Peut-être qu'on en mange beaucoup à Paris, mais on voit bien qu'elle baisse. Il y a 54 ou 56 000 hectares d'agriculture biologique qui ont été déconvertis l'année dernière. 54 000. Ça fait quand même pas mal. Et voilà. Donc, des anathèmes, les injonctions, c'est bien, mais à un moment donné, dans les faits, si ils n'arrivent pas à vivre de leur métier, aujourd'hui, le lait, par exemple, le lait bio n'est pas payé plus cher qu'un lait conventionnel. Un blé bio n'est pas payé le prix qu'il faudrait. J'ai suivi Paul François, le premier citoyen au monde, le premier agriculteur qui a fait condamner la firme Monsanto, qui a été intoxiqué il y a 14 ans. J'ai fait 3 documentaires avec lui. Je suis en train de l'adapter son histoire en une fiction. Il a transformé son exploitation en bio il y a 9 ans. Là, il passe la main, il la revend. C'est pas une bonne nouvelle, hein. Ils se déconvertissent. Pourquoi ? Parce qu'avant, quand ils faisaient du conventionnel, ils vendaient la tonne de blé 400 €, je crois. Il a gagné, on l'a aidé, il a pris à peu près 250 000 € d'aide pour transformer sa ferme en bio. Et le prix du blé était à 500 € la tonne. Non, aujourd'hui, voilà, donc beaucoup plus cher. Aujourd'hui, le blé bio n'est pas acheté plus cher que le blé conventionnel. Et si aujourd'hui, il voulait faire la conversion, au lieu de 250 000 €, il aurait l'équivalent de 50 000 €. En gros, transition impossible. Donc, je vais me contredire. L'État peut, en accompagnant. Mais il faut qu'il y ait un vrai courage politique. Je finis encore. Jérôme Bail, là, qui est l'agriculteur que je suis, là, il fait sa petite tournée, il vient la semaine prochaine. Je le suis, tout le monde veut le voir. La patronne de l'Assemblée nationale, Gérard Larcher, Attal, la ministre de l'Agriculture. Ça fait peur quand même, parce que le mec, personne ne l'a vu venir il y a 9 mois. L'agriculture ne l'a pas vu venir, les médias ne l'ont pas vu venir, les politiques non plus. Aujourd'hui, tout le monde veut le voir. En 2 mots, sans caricaturer trop, la FNSEA et les syndicats, ils veulent de l'argent, comme d'hab, des prêts pour passer la bosse. Sauf que de l'argent, vous avez remarqué, il n'y en a plus. Des choses très simples. Comment aider les agriculteurs à garantir un revenu pour faire justement du durable ? Parce qu'en fait, on ne peut pas faire de transition quand on est déjà la tête sous l'eau. Vous voyez, quand vous êtes emmerdé, fatigué, c'est pas là que vous allez cuisiner. Ou c'est pas là que vous allez justement vous poser la question de comment on va mettre un récupérateur d'eau ou des panneaux photovoltaïques sur la maison. C'est la même chose pour un agriculteur. Le bien-être animal, c'est un agriculteur qui va bien, ou une agricultrice. Et surtout, c'est avoir un revenu garanti. Si justement, on garantissait un minimum de revenus en couvrant tous les bâtiments, pas faire de l'agrivoltaïsme, couvrir en photovoltaïque les bâtiments existants avec du courage politique, prêt garanti par l'État, 1%, contrat avec les énergéticiens, mais pas avec les étrangers qui viennent prendre l'électricité, justement. Pas étrangers ou français, hein, c'est pas c'est pas de l'argent à sortir pour l'État, et c'est un revenu pour les agriculteurs. Il faut juste un peu de courage politique au niveau de l'État, cette fois-ci. On a beaucoup souligné la déconnexion, les défaillances de l'État, etc. Vous avez parlé de Monsanto. Monsanto, c'est aussi un exemple quand même que quand le privé se mêle de biens communs comme l'alimentation, ça mène soit à ce qu'on appelle, avec un peu des abus de langage, des externalités, parce que finalement, c'est pas tant des externalités que des choses qu'on a voulu mettre en dehors de ce qu'on prenait en compte et dans les prix et dans notre manière d'appréhender le système. Et régulièrement, les agriculteurs qu'on est en train de mentionner, qui ne sont pas ceux que la FNSEA défend régulièrement, c'est parmi les premières victimes. Donc comment est-ce qu'on fait pour remettre aussi ce bien commun-là au milieu, finalement, de nos débats ? Vous qui travaillez avec de nombreuses entreprises, etc., c'est le sujet aussi, parce que c'est facile de dire que les entreprises ont l'argent, mais l'argent aujourd'hui, on l'a d'une certaine manière, c'est en mettant le profit comme priorité. Si on regarde ce qu'a fait Monsanto, et beaucoup d'entreprises parmi les géants de l'agroalimentaire, et français et européens. Je vais y revenir. Avec plaisir. Mais Monsanto a fondamentalement fait une innovation technique et technologique pour rendre les agriculteurs dépendants de ces semences
Et le modèle qu'il a trouvé, quand on le voit avec le recul et l'extérieur, avec assez peu de considération écologique, non seulement il crée de la dépendance chez les agriculteurs, mais il se trouve que le modèle de dépendance passait par le Roundup, donc en plus par un produit destructeur de l'environnement. Parce que c'est bien... Et de la santé des agriculteurs. Et de la santé de l'agriculteur. Environnement, je mets l'homme dans l'écosystème. Ça tue tout. Sauf la plante Monsanto, effectivement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un comportement... heureusement, j'allais dire, ils le payent. J'ai arrêté de compter les milliards de dédommagements, de procès qu'ils ont. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens pour dire que ce qu'a fait Monsanto était une pratique business acceptable? Je ne pense pas. Maintenant... Oui, mais la seule erreur presque de Monsanto, c'est qu'il se soit fait attraper et qu'on ait réussi à prouver que c'était eux les responsables. Non, et au prix quand même aussi de milliers de dollars pour les plaignants, des agriculteurs, des citoyens, de nombreuses années de leur vie et souvent de leur vie elle-même, puisqu'il y en a qui sont décédés de cancer. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui construisent un modèle captif basé sur un produit destructeur de la santé et de l'environnement. Coca-Cola. Alors après, on pourrait parler du sucre. Oui, mais c'est pas captif. Après, vendre du sucre, c'est autre chose. Créée avec le... et quelque part, c'est un je sais pas si ça, non, je sais pas si ça va m'amener des remarques, mais c'est Coca-Cola, ils font du coca, c'est un agriculteur qui choisit ce qu'il plante. Personne n'est obligé de vendre du sucre à Coca. Après, quand le système demande du sucre en majorité, bon, ça c'est un autre débat. Peut-être que Rebecca a un avis là-dessus, mais effectivement, à un moment, comment ce que nous on achète, ce que les entreprises produisent, et ce que du coup l'agriculteur produit, comment globalement on fait évoluer ensemble cet équilibre-là, mais qui rejoint la question de l'équilibre nutritionnel, comme ça. Et là, effectivement, enfin, on parle, je crois que c'était hier dans les journaux, taxe sur le sucre. Oui, à un moment, c'est vrai que là aussi, l'État peut aider peut-être à améliorer. Mais je pense que Coca, c'est un sujet très honnêtement plus de santé que d'agriculture. Il se trouve que leur commodité de base, c'est du sucre. Ça pourrait être du blé et autres. Oui, c'est quand même autant de terres qu'on n'a pas utilisées pour produire des aliments qui, pour le coup, ne détruiraient pas notre santé, etc. On va peut-être pas monopoliser le débat là-dessus, parce que Coca, ça pourrait faire une conférence entière là-dessus. On peut pas faire porter sur l'agriculture... Enfin, pas sur l'agriculteur, c'est un choix de société à nouveau, comme l'avait mentionné. Mais moi, j'encourage tout le monde à pas acheter de Coca. Hein. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Il y a des entreprises qui font mieux, et à un moment... Mais je pense que et là, c'est nous, consommateurs. Dans ce qu'on achète, je pense que la question de l'utilité devient incontournable. Et effectivement, est-ce que l'argent, un consommateur veut le mettre dans une canette de coca ou dans une brioche chez le boulanger? Chacun est libre de son choix. Mais maintenant, à un moment, c'est à nous aussi. Maintenant, Coca, c'est une entreprise dont historiquement le métier était vendre une boisson très sucrée. Ce qu'ils font d'un point de vue... moi qui défends Coca sur scène, mais bon. Non, mais objectivement, ils l'ont compris, sans vouloir les défendre. Vous regardez aujourd'hui ce que fait Coca, leur business hors boisson sucrée, même les versions Coca. La version Coca avec du sucre est devenue assez réduite par rapport aux autres. Ils ont compris qu'ils n'iront pas loin en vendant du sucre. Oui, pourtant, aujourd'hui, c'est un des problèmes en termes de santé et d'agriculture. Le sucre, oui. On va à nouveau pas monopoliser le débat là-dessus, on pourra en discuter après avec grand plaisir. Rebecca, il me semblait que vous souhaitiez réagir sur les propos qui ont été mentionnés auparavant. Yeah, there has been said a lot. Like you, Francesco, say, I think it's also a very big point that the state for sure can take responsibility, and they should for sure. But at the end, they will not go out of their comfort zone if we as a folk, as we, a single person, don't feel the same way. So we are the ones which are responsible to choose if we buy Coca-Cola or if we buy something properly, like which is like going in a direction to say, well, we also make the single decision to go in a better direction. So if we all are not going to that way and we really
put ourselves together, because it's hard. If you are used to Coca-Cola, then you buy it because we are just made like that. So we really need to be aware to make aware and awake decisions. And I think if we all go the same way, it's like with the revolution, then it's working. But it's really hard. But we are the ones which are responsible for it, and we can do it. And I think if we really do it, the politicians, they really need to go out of their comfort zone. Oui, merci. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Il est certain que l'État doit pouvoir prendre des responsabilités et devrait le faire. Mais pour que l'État accepte de sortir de sa zone de confort, il faut que les citoyens eux-mêmes décident de faire le changement. Nous avons notre part de responsabilité quand nous décidons si nous souhaitons consommer du Coca-Cola ou pas. Le gouvernement peut donner des indications pour nous aider dans notre choix de décision, mais c'est aux consommateurs d'accepter ce changement qui est difficile. Nous sommes faits comme nous sommes faits et on est attirés vers certaines choses. Et c'est simplement si nous acceptons de faire ce pas et ensemble de contribuer à ce changement qu'on pourra contribuer à une révolution, à condition que chacun accepte d'y être, d'y aller, et que cela pousse à son tour le gouvernement à sortir de sa zone de confort. And just a quick thing, thank you. I think that, I'm living in Switzerland, and we have quite a lot of organic farmers. In my area, we have more than 70%. And this is just working because people are interested in that and they really want to go that way, but also because the state helps, because it's not possible on their own. Et moi, j'habite en Suisse, dans une petite région de Suisse. On a 70% d'éleveurs de production agricole en bio. Pourquoi est-ce que ça marche ? Ça marche parce que les gens le soutiennent localement, et ça marche parce que le gouvernement le soutienne. Il faut que les deux soient présents. Et ça marche aussi parce que les Suisses sont parmi les plus riches en Europe, entre autres. Ah, yes. C'est pas faux. Yeah, for sure, this is a point. But even though if people are not interested on it, they will just put it somewhere else and use that money for something else. And actually, I have been here in Paris now for 2 days. I need to say the food is same or maybe even a bit more expensive. Like we saw the potatoes, we saw the tomatoes and everything. In Switzerland, you are not paying more for that. Oui, c'est sûr, mais s'il n'y a pas de volonté, même avec de l'argent, les gens décideront de l'investir dans autre chose. Et là, ça fait 2 jours que je suis à Paris, j'ai regardé, et franchement, le prix des pommes de terre, des tomates, etc., est plutôt un peu plus cher ici. On pourra en reparler, donc le fameux triangle de l'inaction, qui doit agir en premier, l'État, l'œuf, la poule, enfin un peu tout le monde finalement devrait agir. Je propose qu'on passe à la 3e question. Excusez-moi, je voulais juste rajouter avec plaisir, un tout petit point en complément de ce qui a été dit. Premièrement, l'État, même s'il voulait, n'est pas vraiment en position de faire quoi que ce soit, parce que toutes nos sociétés occidentales sont étouffées par la paperasse. Et pratiquement toutes nos activités, de la recherche, y compris la recherche, sont de plus en plus soumises au poids de la paperasse, et ça alourdit considérablement tout le système. Monsanto, Bayer, puisque c'est plus Monsanto, c'est maintenant Bayer. Il y a beaucoup de choses à dire sur les produits phytosanitaires, mais si on veut être positif, de manière un peu tragicomique, c'est la réflexion d'une agricultrice qui me disait: de toute façon, nous, on est obligé de faire l'agriculture raisonnée, c'est-à-dire être raisonnable avec les produits phytosanitaires, parce qu'ils sont trop chers. On ne s'en sort pas. Donc, je voulais mettre ça en perspective. Et puis un point où je rebondis un peu sur ce que disait Édouard, c'est est-ce qu'il y a des choses à faire par des autorités administratives pour assurer des revenus complémentaires aux agriculteurs? Il y en a. Au lieu de procéder par injonction, normes, etc.,
la question de la biodiversité qui est maintenant rejetée par un grand nombre d'agriculteurs comme une source, et pour parler poliment, d'emmerdement, est absolument, c'est quelque chose d'absolument catastrophique. Parce que ceux qui sont en première ligne sur ce sujet majeur qui est la biodiversité, ce sont précisément les agriculteurs. Et là, ils commencent à ruer dans le bancard. Ça a en plus un effet sur l'opinion publique, qui a tendance à soutenir peu ou prou ces agriculteurs. Et alors que, juste un exemple, pour ne pas être trop long, la métropole de Lyon réfléchit en ce moment à un système où les agriculteurs qui entretiendraient les haies et où développeraient des haies, cela permettrait de générer du bois ou du petit bois qui serait racheté par la métropole. Ça, c'est un système gagnant-gagnant. On y gagne tous. On peut envisager, alors c'est pas encore fait, c'est à l'étude, mais des actions sont possibles, mais j'y crois beaucoup plus à cause de cette pesanteur de la bureaucratie, j'y crois beaucoup plus à un niveau local qu'à un niveau national. Bon, c'est tout. Désolé de m'être imposé. Bonjour. Donc moi j'ai 2 questions assez générales. Tout d'abord, est-ce qu'un modèle agricole durable implique-t-il une augmentation du nombre d'agriculteurs et d'agricultrices proportionnellement à la population? Et la deuxième, qui fait écho à ce que vous avez dit en introduction, Édouard Bergeon, si oui, comment rendre ce métier plus attractif et à quelle échelle cette attractivité peut-elle se mettre en place? Le premier vecteur de durabilité, déjà, c'est éviter le gaspillage alimentaire. Plus de 40% de ce qu'on produit n'est pas consommé. En France, vous prenez le gaspillage alimentaire, vous voyez le Stade de France? Vous remplissez le Stade de France du bas jusqu'en haut, à l'intérieur, et c'est à peu près ce qu'on jette chaque année en France. Ça fait un peu de bouffe. Hein. Le gaspillage, ça commence derrière la moissonneuse-batteuse. Après, il y a tout ce qui est moche, les légumes moches... Et puis ensuite, il y a les industries de transformation. Puis après, il y a surtout le consommateur. Et puis le hors-foyer. Donc le hors-foyer, tout ce que restaurant, le midi, cantine et tout. C'est assez dingue. Hein. C'est pas loin de 50%. Donc déjà, la durabilité, elle est là, hein, tout simplement. Après, je suis assez darwiniste, moi. Mais dans le darwinisme, il y a aussi il y a toutes les compétences qu'on peut... qu'on rassemble et puis qui trouve une solution. Donc il y a la data aujourd'hui, il y a la tech. Donc l'idéologie peut faire que ah non, il ne faut pas que la tech nous aide, mais il y a plein de solutions pour que justement, on parlait des phytos, donc des produits, on appelle ça les pesticides pour le grand public, les phytos, les produits phytosanitaires dans la vraie dénomination. Les tracteurs aujourd'hui autonomes connectés vont pouvoir aller par exemple tuer des adventices, les mauvaises herbes, 24 heures sur 24 avec un laser demain en évitant les produits phytos. Autre sujet social, il va falloir qu'on aille vers ça parce que qui demain va vouloir être tractoriste? Qui va vouloir demain conduire 8 heures par jour un tracteur? Personne. On dit qu'il faut une masse d'agriculteurs et des petites fermes. Qui veut aujourd'hui s'installer? Pas grand monde. Même si, il faut rester optimiste, il y a du monde sur les bancs des écoles agricoles et notamment des maisons familiales rurales, qui est un autre réseau où il y a une augmentation même des métiers liés à la terre. Mais c'est plutôt des métiers liés à la terre, pas forcément agriculteurs ou agricultrices. Parce que des enjeux de souveraineté alimentaire, de santé publique, d'environnement, ils sont là et il y a de l'avenir dans ces métiers-là. Et avec la tech, justement, ça peut rendre ces métiers fun, pop. Aujourd'hui, un agriculteur qu'à votre âge, il a des tatouages, il est sur Tinder, il porte des Vans. Hein. Enfin, vous avez commencé tout à l'heure en disant je ne suis pas agricultrice, ça se voit. Non, je suis désolé, aujourd'hui, Jérôme Bail, quand il est là demain voir les ministres, il a sa casquette à l'envers, une petite chemise Liberty et puis des pompes, des Vans pour le coup. Bah ouais, mais ça commence par là en fait. Quand ils sont sortis dehors aussi, il y avait la rémunération et la considération. Et ça, c'est important. Je ne sais plus où j'en étais. J'avais un autre chapitre. Le sujet de la considération, il n'est pas que sur les métiers agricoles, il est sur tous les métiers qui relèvent de l'utilisation de ses mains. Aujourd'hui, quand on regarde justement le professionnel, c'est un peu le parent pauvre de l'éducation. Il y a quelques années, je ne vais pas dire de bêtises, mais quand vous n'étiez pas bon à l'école, vous faisiez de la ferronnerie ou chef cuisinier. Aujourd'hui, tatouage et 5000 balles par mois et tout va bien. Hein. Je veux dire, non mais c'est les métiers qui sont fun, quoi. Non, plus non, je rigole. Et voilà. J'ai perdu le...
peut-être pour compléter, parce que là où la question elle est intéressante, faudra-t-il demain plus ou moins d'agriculteurs? On est en train d'aller vers moins, ça c'est évident. Je pense que tu dis, Édouard, est très vrai, c'est qu'à un moment, la première question, c'est quel est le métier d'agriculteur demain, et au fond, quel modèle agricole on veut pour demain. Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats entre maintenir un modèle que tout le monde voit être un peu à bout. La France a une taille moyenne d'exploitation très petite. Moins de 70 hectares. À beaucoup d'autres pays. Et je ne parle pas des États-Unis. Vous prenez en Europe, le Danemark, par exemple, c'est des exploitations beaucoup plus grandes. Il y a toute une question de quelle sera la profession, comment elle se valorise. Et après, honnêtement, je pense que sur l'attractivité, il y a aussi la question, effectivement, de l'image qu'on projette vers les agriculteurs. Et c'est là où tu parlais tout à l'heure des idéologies écologistes. Je crois que le thème de la Cité de la Réussite, c'est la confiance. À un moment, je pense qu'il faut recréer aussi un sentiment de confiance vers les agriculteurs. C'est eux qui connaissent le mieux la terre. Je ne pense pas qu'ils se lèvent le matin en se disant comment je vais détruire un peu plus le monde. Et à un moment, il faut vraiment qu'on les considère comme acteurs de la solution. Tout le narratif autour de s'ils sont un problème, il faut qu'on les change. Je pense que ça nous mène vraiment nulle part. Et c'est ce qui fait aussi qu'après, il y a des gens qui ne veulent pas aller dans la profession. Ou pire, moi je trouve, des gens qui entrent dans la profession en génération jeune, presque en opposition avec des agriculteurs installés, alors qu'à un moment, c'est une chose dont on a besoin, c'est que ces gens-là dialoguent et tout le monde a envie de trouver le modèle de demain. En tout cas, il y a l'agriculture qu'on fantasme aujourd'hui, l'agriculture qu'on aimerait avoir. Il y a celle, on allait chez papy, mamie, chez tonton, tata. C'est fini l'agriculture de nos grands-parents. Quand on entend il faut revenir à l'agriculture de nos grands-parents, si je dis ça à ma mère, elle m'étrangle. Ses parents ont toujours tout fait pour qu'ils puissent faire des études et puis pour qu'ils vivent mieux. Et puis pour qu'ensuite, nous, on aille à l'école. Et par contre, s'inspirer des techniques ancestrales pour aller mieux aujourd'hui avec la tech, oui. Moi, je suis au début de l'école Cultive. Je ne sais pas si certains en ont entendu parler. C'est la formation des jardiniers maraîchers de demain, sur les bases de Jean-Martin Fortier, qui est un maraîcher canadien, et qui a repris les techniques ancestrales des jardiniers maraîchers du 19e siècle à Paris. Donc, ils n'ont rien inventé, mais en tout cas, c'est de l'agriculture, enfin, c'est du maraîchage bio-intensif, bio-organique intensif. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comment tirer le maximum de légumes d'un hectare en faisant de l'écologie, du revenu et du social. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas un maraîcher qui travaille plus de 35 heures par semaine. Parce que c'est ça, en fait. La terre est basse, et elle le sera toujours. C'est harassant. Et un agriculteur aujourd'hui, pourquoi notamment les fermes, elles grossissent? Parce que vous avez, avant, les associés, c'était un GAEC, donc un groupement d'exploitants agricoles, le mari, la femme. 7 jours sur 7 pour la traite et tout. Aujourd'hui, la moitié, les 3/4 des dames qui ont fait la traite, elles peuvent plus lever les épaules ou ouvrir une boîte de conserve. C'est aussi pour ça qu'on met des robots de traite aujourd'hui. Il y a les enfants qui reprennent, il y a des associés. Aujourd'hui, ils sont 4, 5, 6, 7 associés dans une ferme. Oui, aujourd'hui, moi j'ai un pote, ils ont 300 vaches laitières, ils ont 800 hectares, ils sont 6 dessus, et je vous garantis qu'il y a un bien-être animal exceptionnel. Mais ils ont des week-ends, ils vont en vacances, ils se relaient. Enfin, en gros, les desiderata des agriculteurs sont les mêmes que les vôtres, en fait. Ils veulent vivre dans la société aujourd'hui. Et donc, ça fait des grosses fermes. Et aujourd'hui, dans les médias et surtout dans les discours, souvent, c'est « Ah, c'est gros, on oppose les gros et les petits ». Non, ça ne marche pas, en fait. J'ai visité pour un doc l'année dernière une ferme de 1000 vaches, 400 laitières, la descendance plus des taurillons, 2200 hectares, un méthaniseur. L'éleveur, mais c'est un des éleveurs les plus incroyables que j'ai rencontré. Il passait 14 heures par jour avec ses vaches. On pouvait manger par terre dans la salle de traite. Il y avait des rouleaux pour qu'elles soient brossées. Elles avaient la radio, elles pouvaient danser le rock, les vaches. Hein. Mais ouais, 1000 vaches. Ah, tout de suite. Ferme-usine. Vous voulez visiter des vraies fermes-usines? C'est pas la même. Hein. Donc... Non, mais alors, la fameuse ferme des 1000 vaches dans la Somme, en effet, c'est un mec du BTP qui a voulu construire une usine de vaches pour du gaz vert, et le lait blanc, ce qu'on appelle le lait, était même un produit secondaire.
Mais vous voyez, ouais, mais le traitement médiatique, il est mauvais, là. Et en fait, cette ferme-là a cristallisé justement les hérésies qu'il peuvent y avoir. Et il y en a. Attention, je ne suis pas en train de dire que tous les agriculteurs font des trucs bien. Hein. Mais après, autre sujet, le gaz vert, on s'y engouffre parce qu'on était dépendant du gaz ukrainien. C'est d'autres problèmes également. Mais à un moment donné, il n'y a pas de solution miracle. Hein. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est entre les modèles gros et petits, c'est pas forcément en opposition. Et il y a 400 000, 398 000 agriculteurs aujourd'hui. Dans 20 ans, il y en a 2 fois moins et les fermes vont grossir. C'est inéluctable. Donc il restera des petites fermes pour les produits AOP, des viticulteurs, du comté, voilà, pour les productions locales et puis pour les gens qui ont un minimum de pouvoir d'achat. Et il y aura des grosses fermes qui vont grandir encore et encore. Peut-être une remarque sur un concept qu'on a utilisé à plusieurs reprises, idéologie écologiste, où en fait on se rend compte que finalement les idéologies écologistes, certes, elles font la une parfois de médias et on a l'impression que tous les écolos auraient des idées du style en fait les agriculteurs c'est la source de nos problèmes, il faut absolument les faire changer ou ils ont une mauvaise compréhension de comment faire leur travail. Mais il y a aussi toute une partie des écolos qui sont justement à pointer du doigt des problèmes qui sont des vrais problèmes sur notre santé, sur la manière dont le modèle agricole aujourd'hui il est en train de dériver et il est parti à la dérive depuis plusieurs années. Donc comment est-ce qu'on sort aussi dans ces conférences de ces termes un peu certes accrocheurs et très rassurants dans le contexte actuel de c'est les écolos qui nous emmerdent pour dire en fait parmi eux il y a aussi des gens qui ont envie de discuter avec nous et qui ont envie de faire avancer les choses et c'est pas uniquement les grosses boîtes qui ont envie de faire avancer les choses aujourd'hui. Vendredi soir j'étais avec Jérôme Bell qui était invité à l'arrache par Marine Tondelier qui faisait un meeting à Toulouse. Il est intervenu, elle l'a laissé intervenir, ils sont discutés. À la fin, ça a duré 2 heures, c'était passionnant. Après, c'est toujours l'extrême qui est pas bon. Quand certains disent on sait, on a les solutions pour qu'en 2050, 100% de l'agriculture soit bio. Ouais, sur le papier, ça marche. Mais c'est pas possible. En fait, il y a des efforts à faire de tous les côtés. Beaucoup d'agriculteurs disent il y en a marre, on est emmerdé par les normes et tout. Je les comprends dans le sens où il y en a beaucoup. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, dans une ferme, c'est quasiment une journée par semaine d'administratif. Et si vous ne déclarez pas, vous avez bien vu, il a plu, là, ils n'ont pas pu aller dans les champs à un tel moment, donc ils étaient hors date pour répandre le fumier. Si le tas de fumier était là et que le satellite voyait que ça n'avait pas bougé, derrière, ils perdent une part de leurs aides, en fait. Et en gros, aujourd'hui, ceux qui n'y arrivent pas, comme la plupart, ils prennent quelqu'un, ils rémunèrent quelqu'un pour justement faire la bonne déclaration, pour rentrer dans les clous d'administration. Donc c'est ça le problème, en fait. C'est pas. Donc c'est la traduction faut aller plus finalement loin, des demandes faut aller plus loin que par l'État. les gentils agriculteurs et les méchants écolos. C'est pas vrai. Mais dès qu'on est dans le dogme, ça ne marche pas. Ouais. En fait, les agriculteurs sont les premiers justement acteurs de la transition agroécologique. Il faut les accompagner. Ils demandent que ça. Il faut aller avec eux sur le terrain, voir comment ça se passe, tout simplement. Et si on s'oppose, ça marchera jamais. Hein. Tout à fait, parce que juste pour faire le lien avec ce qui a été mentionné sur la biodiversité tout à l'heure, aujourd'hui, ces discours et ces débats qu'on a sur les écolos, c'est l'ennemi, ça conduit quand même, pendant les manifestations, à l'OFB, donc l'Office français de la biodiversité, qui se fait emmurer, à certains de ces directeurs locaux qui subissent des agressions aussi dans leur bureau. Il y en a un qui a failli perdre la vie parce que son véhicule avait été trafiqué. Donc c'est aussi comment est-ce qu'on fait attention à pas dire voici les ennemis, voici aujourd'hui ceux qui nous emmerdent, parce que c'est aujourd'hui les termes qu'on utilise. Et l'Office français pour la biodiversité qui est en charge donc de faire respecter sur le terrain les normes environnementales qui sont décidées de manière parfois en effet très hasardeuse par l'État, mais sont les premiers à être justement sur cette ligne de débat et d'affront finalement avec les agriculteurs alors qu'ils sont dans le même camp aujourd'hui. Est-ce qu'on peut peut-être passer à la 4e question ? Bonjour, je m'appelle Bachik Nabil, je suis élève à l'ENTPE à Lyon et j'ai une question pour vous, monsieur Pierre-Louis Lion. Pourquoi vous êtes-vous engagé dans un sujet qui semble aux antipodes de la recherche abstraite en mathématiques ? Merci. Bon, vous avez 4 heures. Sérieusement, je pense que, et c'est une question que doivent se poser pas mal de gens dans l'assistance, qu'est-ce qu'un mathématicien vient faire dans cette galère ? Bon, je me la pose aussi, rassurez-moi. Donc la question, la véritable question, c'est que je crois qu'il y a beaucoup de méconnaissances sur ce que sont les mathématiques. Donc je suis obligé de faire 2-3 petits rappels historiques pour simplement vous rappeler que jusqu'à la fin du 19e siècle, tout ce qui a été introduit en maths était basé sur le concret. Démonstration. Je me contenterai de parler d'étymologie. Ben, les mots essentiels en maths, c'est quoi ? C'est calcul, géométrie, analyse, etc. Décomposer l'étymologie, géométrie, mesure du terrain. Calcul, ça vient de quoi ? Ça vient de calculus, du latin, c'est le caillou.
Parce que oui, on va compter avec les cailloux. Après, ça sera le boulier. D'ailleurs, l'étymologie, on la retrouve dans le calcul rénal, parce que c'est le caillou dans les reins. Donc, cette construction des mathématiques, qui paraît malheureusement, en partie par la mauvaise tournure que prend l'enseignement des mathématiques, fait totalement l'impasse sur la grande tradition historique. C'est que les maths, c'est fait pour aider le réel. Et en fait, les maths, ça appartient pas aux mathématiciens. Donc moi, je suis mathématicien, c'est un langage, c'est une science, mais c'est aussi un langage. En fait, je faisais une petite estimation, et je pense que c'est le 3e langage, au moins le 3e langage parlé au monde. Donc, j'aime pas les mots universels, parce que tout est universel et rien ne l'est, mais c'est quand même parlé par beaucoup de monde. Et c'est pas le langage uniquement des mathématiciens, c'est des économistes, des statisticiens, etc., etc. Il y a derrière les mathématiques, il y a aussi tout un aspect de culture quantitative. Moi, le nombre de fois où j'entends quelque chose à la radio et j'ai envie de hurler parce qu'on nous balance un chiffre comme si c'était une vérité absolue, sans qu'on ait la moindre idée de la marge d'erreur qu'il y a sur le chiffre. Pendant le Covid, on a atteint des sommets, avec des RT qui étaient appelés R0, qui étaient donnés avec 2 chiffres significatifs, alors que grosso modo, la marge d'incertitude, c'était 30%. Donc, ainsi de suite. Et tout ça, ça relève de cette culture quantitative, de cette culture mathématique qui peut s'exercer dans tous les domaines. Voilà, donc je ne suis pas le seul, il y a plein de matheux, c'est une tradition historique. Après, c'est également une science, donc il y a aussi une logique interne de développement de cette activité intellectuelle. Ce sont des pans un peu abstraits. Et grâce à ce langage, on peut faire un va-et-vient entre maths et réalité. Je donnerai des exemples un peu plus tard, je veux pas être trop long. Bah oui, donc il y a des maths partout, rassurez-vous, il n'y a pas des mathématiciens partout. Donc il y a des maths partout. On s'en rend même plus compte. Vous ne pourrez pas vous servir de la voiture, mot banni, de votre vélo électrique. Vous ne pourriez pas vous servir d'un téléphone portable. Vous ne pourriez pas écouter un fichier numérique. Il y a des maths absolument partout. La société devient numérique. Donc, c'est un langage qui est partout là. C'est pour ça que la situation en France est absolument dramatique du point de vue de l'enseignement. Et donc, en fait, c'est normal. Je m'inscris, comme beaucoup d'autres, dans une tradition millénaire de vouloir faire des maths, mais aussi de me préoccuper de questions un peu concrètes. Et ce qui n'empêche pas de faire des choses ultra théoriques auxquelles personne ne comprend rien, y compris moi. Peut-être une dernière question, et ensuite on va laisser la parole un peu à la salle. Je pense qu'il y a des questions. Bonjour à toutes et à tous. J'aurais une question à adresser à l'ensemble des panélistes. Vous avez notamment évoqué à plusieurs reprises l'importance de l'échelon local, régional, pour agir vers un modèle agricole durable. Est-ce qu'il faudrait comprendre par là que l'Union européenne, notamment à travers la politique agricole commune, serait plutôt le problème à la place plutôt de la solution? On a combien de temps pour parler de ça? C'est pour ça que moi je disais Joker. Ouais. C'est pas que la question est mauvaise, mais c'est que... Non, c'est les réponses qui sont compliquées. Ouais. Non, alors, je pense que vous refaisiez un peu d'histoire. Je pense sur la PAC, c'est important de refaire aussi un peu d'histoire. La PAC date du traité de Rome, 1957. Quand vous regardez les objectifs de cette politique agricole commune, ça a été fait à un moment où en Europe, il y avait un énorme enjeu de productivité de l'outil agricole de l'Europe pour nourrir... à un moment de retour à la croissance, la population. Donc la PAC a été réfléchie pour que l'Europe produise plus. C'était vraiment le premier objectif. Vous lisez en 57, en même temps on était en 57, on avait la connaissance que l'on avait des externalités du climat et autres, donc vous ne trouverez pas grand-chose de développement durable, voire rien, dans le texte de l'époque. Depuis, ça a changé. La version de 2023 qui maintenant est celle appliquée à une partie de ces aides qui sont conditionnées à des critères de durabilité, on va dire ça comme ça, et il y a un objectif de transition qui est inscrit dans le texte. Maintenant,
Ce qui est très compliqué avec la PAC, c'est que, et je le dis probablement, enfin, la manière dont je le perçois, et encore une fois, je ne suis vraiment pas un expert réglementaire, mais c'est la perfusion qui fait tenir beaucoup d'exploitations agricoles. Donc, c'est un outil de survie aujourd'hui pour beaucoup d'exploitations. Et d'ailleurs, c'est tellement un outil de survie qu'effectivement, dès qu'on veut la changer, même pour des bonnes raisons, c'est compliqué de changer la perf quelque part. Donc, elle est là pour pallier énormément de déficiences d'un modèle qui a du mal à survivre lui-même. Donc aujourd'hui, 80, je crois, à peu près % des aides de la PAC sont uniquement liées à la taille de l'exploitation. Quoi que vous y fassiez, et quelle que soit la méthode que vous avez dessus, est-ce que ça aide à la transition? Peut-être pas. Est-ce que c'est quand même quelque chose de nécessaire à la survie de l'agriculture? L'agriculture telle qu'elle est, enfin, et des agriculteurs, la réponse est oui. Donc je pense que cycliquement, on se dit comment on révolutionne la PAC pour en faire un outil de transition agricole. C'est extrêmement compliqué parce que derrière, c'est vraiment entrer dans les revenus d'une exploitation. Peut-être qu'on devrait passer un peu, enfin, voir comment on l'a fait pivoter de manière douce, et c'est, je trouve, ce qui est en train de se passer. Mais elle ne va pas résoudre tous les problèmes dont on parle depuis une heure, même sur la pivote. Il y a une notion que tu n'as pas pointée, c'est que la PAC a été créée aussi pour que le consommateur ait accès à une nourriture pas chère. En fait, c'est juste pour ça. C'est qu'en fait, c'est pas que pour perfuser les agriculteurs, c'est qu'à un moment donné, c'est pour que la bouffe soit accessible à tout le monde pas cher, puisqu'on est dans une économie mondialisée. Donc aujourd'hui, non, les agriculteurs peuvent pas s'en passer, si ce n'est que tu parlais de... Oui, 100%. Pour le coup, la PAC est liée à la terre. Donc plus vous avez de terre, plus vous avez de primes PAC. Et c'est pour ça qu'il y a des systèmes... Quand on a une petite exploitation et qu'on fait une toute petite structure avec de la haute valeur ajoutée, il y a très peu de PAC, en fait. Donc... Peut-être juste parce que... Un message d'optimisme. Non, mais il date de la semaine dernière. Je mentionnais le Danemark tout à l'heure. Ceci pour se dire, à un moment, à force d'attendre des choses de la PAC, on en oublie qu'il y a des choses qui peuvent se passer ailleurs. Au Danemark, ils viennent de valider, donc le gouvernement, avec l'accord des 4 premiers partis du pays, ils viennent de valider un principe de taxe carbone sur l'élevage, bovin, porc. Le Danemark est un des premiers pays exportateurs de porc dans le monde, par exemple. Et on peut discuter des taxes agricoles, on peut discuter beaucoup de choses. Ils ont réussi à avoir un projet politique de long terme, c'est une taxe qui entre en vigueur en 2030, à avoir un accord politique des partis, à avoir un accord des agriculteurs. Encore une fois, le Danemark est un modèle de coopérative assez forte, grande exploitation. C'est probablement plus facile de se mettre d'accord au Danemark que ça ne l'est en France, à tous les niveaux que je viens de citer d'ailleurs. Mais n'empêche, oui, derrière, c'est des pratiques locales, mais à un moment, il y a une responsabilité plus large d'un État ou de l'Europe. Vu la gouvernance actuelle, je pense qu'il vaut mieux qu'on regarde les États que l'Europe, pour poser un plan sur le long terme de quelque chose qui soit acceptable, à la fois d'un point de vue environnemental, parce que la réalité, c'est que du coup, eux, ils ont mis en place une taxe carbone qui, pour la faire courte, la filière agricole a des objectifs de réduction de carbone. Ceux qui n'arrivent pas au seuil de réduction à 2030 vont devoir payer une taxe entre 40 et 60 euros à peu près la tonne, qui va être utilisée pour financer des transitions dans le modèle. Les agriculteurs le savent, les coopératives le savent, tout le monde maintenant peut réfléchir à quel est le plan, et ça a été communiqué en même temps qu'un cap aussi d'aide financière de la part de l'État. Parce qu'à un moment, on peut se dire tout ce qu'on veut. Si l'État, à un moment, ne dit pas que la transition agricole est une priorité, on va y mettre l'argent pour, beaucoup de choses vont rester théoriques. On va passer aux questions de la salle, donc n'hésitez pas à signaler si vous avez une question. Il y avait une main là-haut. Ouais. C'était juste pour rebondir sur les taxes, l'intervention de l'État, le côté production de carbone, qui ont été évoqués de manière transversale, et le fait que les habitants de la Haute-Garonne ne consomment pas de vaches qui viennent des Pyrénées. Il y a, je pense, une intervention des États qui pourrait se faire sur le transport maritime, parce que je crois que la plupart des produits agricoles voyagent par bateau et non par avion, c'est trop cher.
Et si le transport maritime était plus cher? Et si on s'entendait pour mettre des taxes plus importantes, mais bon, pas au niveau français, évidemment, hein, c'est un niveau plus international sur le transport maritime, ça éviterait peut-être de retrouver dans l'enseigne qui est en bas de chez moi, qui se dit être proche ou aimer les circuits courts, pour ne pas la citer Intermarché, d'avoir depuis 4 ans, quand je m'en offusque auprès de son gérant, des oignons rouges qui viennent de Nouvelle-Zélande, entre autres. Je trouvais c'est extraordinaire. Donc l'économiste que vous êtes va pouvoir me dire comment un oignon rouge qui vient de Nouvelle-Zélande est moins cher que celui qui vient au moins d'Europe, sans parler de France. Alors, je ne suis pas économiste, mais non, mais il y a forcément une question, d'une part, de volume. C'est-à-dire qu'effectivement, typiquement, l'oignon, c'est quelque chose qui voyage assez bien, assez longtemps. Donc, c'est sûr que quand on achète par conteneur, les prix peuvent être plus attractifs. Et vous avez raison que la part du transport maritime est assez faible parce qu'aujourd'hui, il y a un écrasement des coûts de transport maritime par rapport au volume, au-delà de l'agroalimentaire, hein, d'ailleurs, qui transite. Maintenant, est-ce que c'est le transport maritime qui n'est pas assez cher ou est-ce que c'est le prix d'import, effectivement, de manière plus globale? Et là, on ouvre la question des taxes à l'import, qui, pour moi, est une question fondamentale. Pas tellement, enfin, pour une question de protectionnisme, quoique à un moment, on ne peut pas parler de souveraineté européenne dans l'agriculture si on se passe des questions sur les leviers pour la tenir. Mais je ne connais pas, encore une fois, spécifiquement l'oignon rouge, mais pour avoir regardé pour des clients d'autres filières, c'est sûr qu'à un moment, quand on est capable de produire moins cher parce qu'on n'a pas les contraintes que l'on se donne, nous, en Europe, on crée une distorsion de concurrence qui rend de plus en plus légitime, et moi je suis sûr que ça va se multiplier dans les années à venir, des taxes qui ne seraient qu'équilibrent les choses en exigeant que les produits, mais c'est presque moins la taxe qui est intéressante que l'exigence que ces produits-là respectent aussi les conditions que l'on se donne en Europe pour les faire cultiver et les consommer. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour. D'abord, merci pour les débats. Alors, je ne suis pas agricultrice, mais je travaille dans l'agriculture depuis un moment. Merci pour le sourire. J'ai une petite question. Moi, je travaille vraiment plus pour les éleveurs, aujourd'hui laitiers. Est-ce que vous pensez que la durabilité, parce qu'on va revenir un peu au centre du débat, peut être un facteur d'attractivité? Comment est-ce qu'on peut expliquer, grâce à la durabilité, que ça pourrait faire revenir les vocations, que ça pourra jouer sur la souveraineté alimentaire? Parce que pourquoi est-ce qu'on importe aussi beaucoup? C'est parce que malheureusement, ça coûte moins cher de consommer étranger que de consommer français, ce que je trouve juste dingue. Et comment est-ce qu'on peut réinventer un peu un système durable, au sens vraiment très large et très noble, hein. Je ne vous parle pas des petits papillons, etc. Parce qu'il faut du fumier, il faut des engrais, on est obligé, on est de plus en plus nombreux sur Terre, il faut bien nourrir tout le monde. Puis à un moment, il faut juste le faire de manière raisonnée. Mais comment est-ce qu'on peut choisir des arguments durables pour faire un petit peu revenir les gens dans la profession? La transparence. Je partage. On le voit bien quand on parlait de C'est qui le patron tout à l'heure, on parle du lait Merci chez Intermarché, on voit, ou plein d'autres. Ou par exemple, Ecomiam, c'est le 3e acteur du surgelé en France, 100% français, derrière Picard et Thirier. C'est un Breton qui a monté ça il y a une quinzaine d'années. À chaque fois, avec un emballage assez sommaire, à chaque fois, il y a la part de coût, le revenu qui va à l'agriculteur, la transformation, et tout est détaillé. Et si vous voulez de la transparence, s'il y a de la transparence, c'est du revenu pour les agriculteurs, c'est du local, et à un moment donné, on est tous prêts à mettre quelques petits centimes en plus. Faire venir, c'est 4 € par an en plus chacun dans le lait pour que tous les agriculteurs français vivent décemment. 4 €. Alors certains ne peuvent pas les mettre, mais on est quand même pas mal à pouvoir les mettre quand même. C'est même pas le prix d'un demi à Paris, quoi. Donc la transparence, c'est la clé de tout.
Mais on voit bien là qu'avec le Mercosur et tout, là, il y a des annonces on va voir s'ils les tiennent, hein, de grands patrons, que ce soit Bompard, Cotillard, donc Carrefour, Intermarché et tout, là, ils commencent à sortir du bois et ils n'ont pas le choix de toute façon. Et donc c'est nous qui les contraignons en fait. Donc il y a plein de bonnes initiatives qui sont en train de naître. Et pour revenir à la tech, à la troisième rôle, moi je crois vraiment à la data qui peut changer les choses. Là, moi j'accompagne une boîte qui s'appelle Smartway, qui justement gère le gaspillage avec les supermarchés. C'est comment mieux commander, comment gérer les stocks et comment ne pas gaspiller. Nectargo, qui est une start-up qui est née il y a 4 ans, deux jeunes, un des mines, un d'HEC, qui sont groupés pour désintermédier les producteurs locaux, agriculteurs, et les grandes surfaces. Donc, sourcing, et ensuite data. C'est-à-dire pareil, des rayons pas vides, plus de réactivité, meilleurs revenus pour les agriculteurs et pour les supermarchés. C'est gagnant-gagnant. Mais tout ça, c'est la data qui nous l'amène. Je ne dis pas que la data va tout changer, mais on a des outils qui font qu'aujourd'hui, on peut justement être transparent, assurer du revenu et derrière faire de la durabilité. Et on voit très bien dans le modèle C'est qui le patron ou ça, êtes-vous prêt à justement rajouter X centimes pour qu'il y ait des oméga 3 dans le lait, pour qu'il y ait des pratiques vertueuses sur la ferme, pour qu'il y ait du bien-être animal? Oui, on est plutôt favorable à ça. Mais il faut emmener le consommateur et lui faire voir exactement ce qui est fait sur les fermes. Ce que vous faites, vous, en cuisine. Merci pour ce débat passionnant. Moi, quand je vous écoute, je me demande comment est organisé le développement des compétences pour cette filière-là. Parce que ce que j'entends là, c'est quand même beaucoup de choses qui évoluent, qui peuvent apporter énormément de positifs, beaucoup aider sur l'attractivité, sur le rendement, sur la durabilité. Mais il me semble en fait que ça va très vite et ça requiert de monter en compétences et d'avancer et de partager aussi sur les best practices, ou je ne trouve pas le mot en français, mais en tout cas, comment on peut, comment c'est organisé ça aujourd'hui, parce que je vois bien comment c'est organisé dans d'autres métiers, dans d'autres filières, moi j'en fais partie. Moi je suis petite fille d'agriculteur et nièce. Et j'ai vu les bidons de Monsantos. Et à un moment, quand j'avais 25-30 ans, j'ai commencé à expliquer à mon oncle qu'il y avait un problème, que ça détruisait la terre. Et en fait, je voyais vraiment bien qu'il y avait un refus, et ce refus venait essentiellement du fait qu'ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils allaient faire s'ils arrêtaient de mettre ça. Donc ça c'était il y a un petit moment, hein. Et donc ce refus venait de je ne sais pas quoi faire à la place et je me dis, avec tout ce que j'entends, je sais qu'il y a plein de belles choses. Est-ce que le développement des compétences est organisé pour cette filière? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Enfin voilà comment ça se passe dans la vie et pas seulement dans la formation des jeunes agriculteurs, hein. Il y a deux choses. Déjà, je ne sais pas si vous le savez, mais là, ce n'est pas le mammouth de l'éducation nationale, mais dans l'agriculture, c'est le ministère de l'Agriculture qui gère l'enseignement agricole. C'est vraiment très particulier. Donc, ils se mettent à la page, mais il y a aussi beaucoup de vieux classiques dans ce ministère. Donc, il y en a aussi déjà au niveau éducation qui dispensent pas notamment les bonnes pratiques ou qui sont vraiment pas à la page. Donc il y a beaucoup de choses à faire bouger au sein même du ministère de l'Agriculture. Après, toujours pareil, en local, dans les lycées, dans les maisons familiales rurales et tout, ils y sont, hein. C'est localement à chaque fois et c'est la volonté des hommes et des femmes. Ensuite, votre oncle, il connaissait sûrement pas les dangers des produits phyto. Se passer aujourd'hui, de se dire que dans une ferme il n'y a plus de produits phyto, sans être pro-produits phyto, c'est impossible. C'est comme si vous vidiez l'hôpital de la pharmacie. Une année comme cette année, j'ai un pote vigneron, là, Alexandre, qui est un très très bon vigneron, il a récolté ça là. Parce qu'il est en vin naturel, bio, tout ce que vous voulez, il met rien, il n'a rien ri, il n'a rien eu. Vraiment, le mildiou a tout pété. Donc il va s'en sortir parce qu'il a quelques années de vin d'avance, mais il y a certaines productions, 1 année, 2 années, quick, c'est fini. Il y a plein de techniques qui font que les agriculteurs évoluent. Par exemple, l'agriculture de conservation des sols, l'agriculture régénératrice, les techniques sans labour. Ne pas labourer, c'est ne pas casser son sol, c'est faire
c'est travailler avec nos meilleurs potes qui sont les arbres et les vers de terre. Le ver de terre dégrade du carbone, fait des petites galeries. Ces galeries dedans, il y a de l'air qui passe, la terre est oxygénée, il y a de la vie. Et quand il pleut, l'eau, comme par miracle, elle reste. Et puis il y a moins d'inondations. Enfin, ça paraît bête, mais tout ça, il faut du temps, il faut de l'agronomie, il faut de la formation. Et puis quand on fait de l'agriculture de conservation des sols, on réduit justement les fongicides, les insecticides, donc des produits phyto, mais on a besoin d'un truc qui a mauvaise presse, c'est du glyphosate. Chaque année ou pas, j'ai l'habitude de dire que si vous avez 200 hectares, on met 1 litre à l'hectare à peu près en France. Au Brésil, en Argentine, on est plutôt à 20-25 litres. Pourquoi ? Parce qu'en France, c'est en interculture, entre chaque culture, pour justement venir un peu nettoyer avant de faire une nouvelle pratique culturelle. En Argentine ou au Brésil, ils font 3 cultures de soja en 2 ans, et eux, ils font mûrir, c'est-à-dire ils font crever la plante directement avec du glyphosate, et là, on récolte le truc. Donc, on parlait de clause miroir tout à l'heure. Clause miroir, c'est quoi ? C'est avoir les mêmes normes sanitaires, environnementales, des produits qui rentrent chez nous par rapport aux nôtres. Donc, c'est ça l'enjeu, en fait. Tout ça pour dire que il n'y a pas de pratique, il y a 1000 agricultures. Il faut toujours rappeler que les agriculteurs, ils vivent entre le ciel et la terre, qu'ils sont vulnérables, que les années ne sont pas les mêmes. Alors oui, vous me direz, le climat évolue parce qu'on n'est pas durable, mais vous dire aussi qu'en France, il y a quand même beaucoup d'efforts, et à un moment donné, pas se dire qu'on est les moins bons élèves, et pas se dire non plus qu'on va laver plus blanc que blanc. Donc il y a une transition qui est en cours, il faut continuer à l'accompagner, toujours. L'État peut justement l'accompagner par l'argent, et puis par des aides, oui, et puis par de la formation, vraiment. La formation, et ça vous avez raison, c'est de la formation, c'est de l'éducation alimentaire, et c'est de la formation des agriculteurs, parce qu'on ne fait pas de durable sans agronomie. C'est impossible. Et on ne fait pas d'agronomie et de culture bio sans élevage. Parce que voilà, si à un moment donné, on ne peut plus construire non plus de bâtiments ou faire d'élevage chez nous, pas d'élevage, pas de matière organique, pas d'agriculture biologique. Comme quoi, c'est bien foutu, hein, la biodiversité. C'est pour ça que j'ai confiance, en fait. Malheureusement, on arrive au bout de notre session. Je peux rajouter juste un tout C'était un petit truc point de conclusion. sur l'innovation technologique. En fait, c'est la capacité des innovations technologiques à pénétrer un secteur d'activité. C'est un problème absolument général qui touche aussi l'agriculture. Moi, juste un petit exemple que j'ai pu voir, c'est une certaine solidarité entre agriculteurs dans une zone. Et ça les aide énormément à s'approprier de nouvelles techniques, etc. Donc, c'est pas... Édouard mentionnait le cas même d'une coexploitation, mais on est aussi dans des regroupements qui ne sont pas syndicaux, qui sont même pas forcément des associations fondées. Et ça aussi, c'est un élément extrêmement positif, parce qu'on a besoin des autres pour apprendre. Apprendre tout seul, c'est très difficile. Merci pour ce mot de conclusion. Merci à nos 4 intervenants pour ce débat, et merci également à vous d'être venus ici un samedi. Je travaille un peu sur l'eau.